Bonjour, on va parler aujourd'hui de la réponse au VIH. On va regarder un peu la situation dans la région MENA. Je m'appelle Ismaël Matouk, je suis Technical Officer à l'OMS, siège dans le département des programmes mondiaux de lutte contre le VIH, les hépatites et les IST. D'abord, comme plan, nous allons regarder un peu les données épidémiologiques les plus récentes. On va un peu identifier les déterminants clés de la réponse pour arriver aux principales conclusions de la situation dans la région MENA. Et puis, on va parler un peu des services centrés sur le patient. D'abord, il est très important de définir la région MENA parce que, au fait, la Méditerranée orientale de l'OMS, la région de la Méditerranée orientale de l'OMS, est différente de la région MENA de l'ONU-SIDA. Et donc, par exemple, l'Algérie ne fait pas partie de la Méditerranée orientale de l'OMS. Par contre, l'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan ne font pas partie de la région MENA de l'ONU-SIDA. C'est un petit détail, mais ça donne une grande différence dans les données entre MENA et Méditerranée orientale. Et donc, nous, en tant que staff de l'OMS, pour nous, la région en question, c'est la région de la Méditerranée orientale. Et donc, voilà, les données peuvent différer entre la Méditerranée orientale et de l'OMS et la région MENA de l'ONU-SIDA. Si on regarde un peu les données épidémiologiques du VIH dans la région, on voit qu'il y a une prévalence de 0,1%. Les infections annuelles au VIH sont à peu près de 44 000. Cela signifie qu'il y a une augmentation de 47% des nouvelles infections par rapport à 2010. Donc, voilà, c'est un peu l'augmentation la plus importante à travers les régions de l'OMS. Le nombre de décès annuels dus au SIDA, au stade SIDA du VIH, donc le stade terminal du VIH, il est de 15 000. Et là aussi, on a une augmentation de 57% des décès dus au SIDA par rapport à 2010. Donc, pour récapituler, si on regarde seulement la prévalence, comme ça, en tant que telle, elle est de 0,1%. On peut se dire que voilà, tout va bien. Mais au fait, les taux d'augmentation de VIH et du stade SIDA et donc de décès annuels sont les plus importants par rapport en comparaison avec toutes les régions de l'OMS. L'une des caractéristiques de l'épidémie de VIH est qu'elle est concentrée parmi les populations clés. Et donc, la deuxième caractéristique, c'est qu'elle ne cesse d'augmenter. Alors, la répartition des estimations des personnes vivant avec le VIH par pays montre que le Pakistan a la plus grande partie, 51% à peu près, suivi par la République islamique de l'Iran, puis le Soudan, puis l'Égypte, et puis il y a d'autres pays comme Maroc, Afghanistan, Yémen, et voilà le reste de la région, à peu près 8%. 95% des nouvelles infections par le VIH sont principalement comptées dans les populations clés et 90% de la charge dans la région se situe dans les 7 pays que je viens de citer. Alors, concernant les modes de transmission, voilà, comme on a dit, c'est principalement chez les populations clés. Quelles sont les populations clés? Ce sont les populations de HSH, ou ce qu'on appelle en anglais MSM, Men Who Have Sex with Men, ou bien les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, c'est 5%. Chez les hétérosexuels, il est de 39%. L'échange de sang, 5%. La transmission maternelle, fœto-maternelle, elle est de 2%. Et chez les personnes qui utilisent la drogue par voie intraveineuse, elle est de 31%. Donc, comme vous voyez, il y a pas mal de modes de transmission qui sont concentrés dans les populations clés. Donc, à part les 39% de taux chez les hétérosexuels, c'est une transmission surtout chez les populations clés de plus que 50%. Concernant la cascade de soins de VIH, et juste pour rappel, donc on a le taux estimé
qui est de 100%. Et généralement, on prend parmi ces 100% de taux estimés le taux de personnes qui sont diagnostiquées, c'est-à-dire le taux de personnes qui sont vivantes avec le VIH et qui savent qu'elles sont vivantes avec le VIH. Ça, c'est le premier 90. Oui, il est devenu 95 maintenant. Dans la région, il est de 41%. Donc, le target est de 95 et on est juste à 41, donc un peu moins que la moitié. Les personnes donc diagnostiquées VIH et qui sont sous traitement, donc les personnes sous traitement parmi les personnes diagnostiquées, il est de 27%. Là aussi, la cible est de 95 et on est dans des taux qui sont assez bas. Et le pourcentage de personnes qui ont la charge virale supprimée parmi les gens ou bien les personnes vivantes avec le VIH qui sont sous traitement, il est de 24%. Et là aussi, la cible est de 95. Donc, pour récapituler, on a l'estimation qui est 100%. Le taux de personnes vivant avec le VIH qui savent leur diagnostic, il est de 41. Parmi ces personnes qui savent leur diagnostic et qui sont sous traitement, il est de 27. Et ceux qui ont réduit leur charge virale, elle est devenue donc indétectable, il est de 24%. Les trois cibles sont 95, 95, 95. On est dans la région à 41, 27 et 24 jusqu'à la fin de l'année 2021. Quels sont les déterminants clés de la réponse? Donc, on a revu un peu les données épidémiologiques. On a vu que on faisait pas très bien. Quels sont les déterminants clés de la réponse? D'abord, il y a les pratiques de dépistage du VIH. Si on regarde la distribution des tests et la distribution des cas positifs, on trouve qu'il y a un déséquilibre. Je donne quelques exemples. La distribution des tests prémaritaux, par exemple, qui est assez élevée, ne détecte pas trop, comme vous voyez sur cette figure. Donc, il ne détecte pas beaucoup de personnes vivantes avec le VIH. Donc, on fait beaucoup plus de tests qu'il ne le faut. Bon, on comprend que le prémarital, c'est un peu légal, ça dépend des normes du pays. Mais on donne un autre exemple. Les tests qui sont faits dans les milieux de soins, ils sont beaucoup plus faits et ils dépistent un peu moins de ce qu'il faut. Chez les transgenres, par exemple, la distribution des tests est minime, alors que les personnes VIH positives parmi ces tests sont beaucoup plus importants. Les HSH aussi. Donc, quand les tests sont faits généralement en proportion faible chez les populations clés, HSH transgenres par exemple, alors que la détection est beaucoup plus élevée, ce qui est en déséquilibre avec les tests faits en milieu de soins ou bien en prémarital où la détection est beaucoup plus faible. Pour le conseil de dépistage volontaire, donc le travail des ONG, là aussi, on a beaucoup moins de tests comparé au dépistage. Et ce qu'il faut faire, au fait, dans cette région, c'est qu'il faut inverser ces données. Il faut que la distribution des tests soit pertinente et pertinemment faite ou bien chez les populations clés et dans les ONG. Dans l'ensemble, seuls 13% à peu près des tests ont été effectués parmi les groupes de population clés en 2021. Donc, là où le dépistage a contribué à 28% des cas détectés, et c'est là où il fallait donc foncer pour faire les tests beaucoup plus parmi les groupes de population clés pour avoir plus de dépistage. Les diagnostics de maladies avancées sont passés de 27 à 40%, comme on a dit, en 2020. Et les sous-diagnostics et les diagnostics tardifs pourraient expliquer l'augmentation de 47% de l'incidence VIH et de 57% des décès dus au sida entre 2010 et 2021. Donc, les pratiques de dépistage du VIH font de la sorte que les maladies deviennent avancées parce qu'elles sont sous-diagnostiquées et donc non dépistées, ce qui fait qu'on pourra avoir une augmentation des cas de décès et des cas de sida et des cas de VIH diagnostiqués à un stade plus tardif. Donc voilà aussi pour montrer un peu les pratiques de dépistage du VIH. Donc bien sûr, vous comprenez qu'il y a la COVID qui a pas mal donc diminué la pratique des tests et à partir de 2021, on a eu une petite réaugmentation
des tests par rapport à 2020. L'augmentation annuelle de 1 à 2% de l'identification des cas n'a pas pu rattraper l'augmentation annuelle de 6,8% de l'incidence du VIH. Donc, il y a une concurrence entre les pratiques de dépistage et l'identification, donc l'identification des cas et l'augmentation annuelle de VIH. Et cette augmentation de l'identification des cas n'a pas pu encore rattraper l'augmentation annuelle de l'incidence de VIH. C'est pourquoi il faut augmenter, to scale up, les pratiques du dépistage de VIH, surtout chez les populations clés. Il y a pas mal de problèmes là dans les approches de dépistage du VIH. D'abord, les approches médicalisées de tests dans les grands laboratoires et le personnel de laboratoire. Voilà, le test communautaire limité, alors que les approches sont plutôt médicalisées. L'autotest est disponible à petite échelle dans seulement 3 pays. Parmi les vingtaines de pays. Les algorithmes de tests sont compliqués et ils reposent toujours sur les tests Western blot, alors que l'OMS essaie de simplifier le plus que possible les algorithmes de tests, surtout avec les dernières recommandations. La création de la demande se limite à la sensibilisation par les pairs, donc les outils innovants tels que les plateformes numériques ne sont pas encore exploités dans la région. Et voilà l'un des grands problèmes, c'est la stigmatisation et la discrimination, avec les obstacles juridiques et politiques des populations clés, mais aussi des personnes vivantes avec le VIH. Pour le traitement, donc, comme on a dit dans la cascade, comme on a vu, seulement 27% des populations vivantes avec le VIH sont sous traitement dans la région. Et donc, malgré une augmentation du nombre de personnes sous traitement de 19 000 à 120 000, on est toujours à 27%. Donc, il faut vraiment là foncer pour augmenter la couverture thérapeutique des antirétroviraux. Pour le test de référence des CD4, donc il est en diminution parce que vous savez, d'après les recommandations, on peut s'en passer. C'est surtout le test de la charge virale qu'on utilise aujourd'hui et le but, c'est d'avoir une charge virale supprimée. Donc, il a été effectué pour 47% des personnes éligibles seulement. Donc en 2019, et 87% des personnes testées ont une charge virale supprimée, ce qui est bien, mais le dénominateur, le premier 47%, est donc bas. Il faut augmenter le taux des personnes éligibles qui ont reçu un test de charge virale et puis secondairement qui ont eu une charge virale supprimée. La proportion de personnes vivantes avec le VIH maintenues sous traitement à 12 mois, elle est de 80%, ce qui est déjà bien, mais il faut combler ces lacunes de 20%. Elles peuvent aller de 14% au Liban jusqu'à 37,2% en Syrie en 2019. Le Liban et le Maroc ont atteint respectivement des taux assez élevés pour la cascade. Donc, pour le Liban, c'est 97% de tests, de couverture de tests, donc de dépistage. 97% des personnes vivantes avec le VIH savent qu'elles sont vivantes avec le VIH et savent le diagnostic. 68% sont sous traitement et 70% ont une charge virale. Pour le Maroc, il est de 81%, 76-70 en 2020. Les centres de traitement, donc 2% des centres de traitement ont signalé une rupture de stock de traitement antirétroviral en 2019. Bien sûr, la COVID a aggravé les choses en 2020. Mais c'est juste pour vous dire que même avant la COVID, il y a eu des ruptures de stock, même à des proportions assez basses. Pour les pratiques de traitement, là aussi, donc il faut signaler le fait que le traitement de deuxième intention est surtout utilisé, et donc les traitements optimisés se basant sur les inhibiteurs d'intégrase ne sont pas utilisés de façon assez universelle dans la région. Et donc, avec les antirétroviraux sous-optimaux, on a une augmentation de la mortalité. Donc, il faut faire attention aux pratiques de traitement du VIH. Donc, comme principale conclusion, on a l'insuffisance du dépistage parmi les populations clés. Donc, il ne faut pas faire un dépistage, mais il faut faire des dépistages chez les populations clés pour avoir le plus de personnes vivantes avec le VIH détectées, et donc on détecte ces personnes et on les met sous traitement, et ils ont sous traitement optimal, et puis ils ont une charge virale supprimée. Voilà, ça c'est la recette pour le VIH. Deuxièmement, il y a la transition lente vers un traitement optimisé, et là il faut vraiment augmenter ou bien rendre cette transition plus rapide.
Et bien sûr, la mise en œuvre, elle est variée selon les pays. Tout dépend des ressources humaines, financières, etc. Alors, quels sont les services centrés sur le patient? C'est quoi les services centrés? D'après les stratégies mondiales du secteur de la santé contre respectivement le VIH, l'hépatite virale et les infections sexuellement transmissibles pour la période 2022-2030, il y a 5 directions stratégiques. Et l'une d'elles, voilà, il y a donc fournir des services de haute qualité fondés sur des données probantes et centrées sur les personnes, optimiser les systèmes de santé, générer des données pour prendre des décisions en vue d'une action et donc tout en se basant sur ces données, engager les communautés, la société civile, etc. et favoriser les innovations. La première, c'est fournir des services de haute qualité fondés sur des données probantes et centrés sur les personnes. Comme exemple, il y a pas mal d'opportunités d'intégration. On parle des services d'infections sexuellement transmissibles intégrés ou bien de santé sexuelle où on a la prévention, le testing, le case management, donc comment on prend en charge la prise en charge du cas et la prise en charge des partenaires. On peut intégrer ces services dans les services qui sont existants dans le pays. Par exemple, dans les services de santé primaire, à travers la prévention des IST et donc l'utilisation de la capote, la prévention primaire, le risk assessment en prenant une histoire sexuelle pertinente, la prise en charge syndromique ou bien le fait de référer le patient dans des centres tertiaires. La même chose dans les services de santé sexuelle et reproductive. Donc on peut intégrer les services de santé sexuelle dans ces services de santé sexuelle et reproductive, dans les cliniques des adolescents, dans les cliniques maternelles pour la transmission fœto-maternelle, dans les cliniques de dépistage du cancer pour les femmes, ou bien dans les cliniques de santé de l'homme, parce que ça devient de plus en plus courant, ou bien dans les services communautaires, par exemple l'engagement communautaire, ou bien dans les cliniques mobiles, ou bien dans les services de prévention et de traitement du VIH. Et ça, c'est le modèle le plus courant et le plus facile à adapter dans la région, avec les services des populations clés, les services de PrEP, les services de traitement du VIH, testing, antirétroviraux, etc., etc. Et il y a pas mal d'opportunités d'intégration dans la région parce qu'on sait bien qu'il y a un engagement croissant à réaliser la triple prévention de la transmission mère-enfant dans plusieurs pays. Et Oman est l'un des pays qui a réalisé cette triple prévention. Il y a aussi le déploiement de la PrEP en même temps que le dépistage du VIH et des IST comme dans le Maroc et dans le Liban. Et il y a donc de plus en plus de services centrés sur les personnes avec des services intégrés pour le VIH, les hépatites et les IST, en plus d'autres conditions pertinentes pour les populations clés, ce qui est le cas là aussi, au Liban, par exemple. Donc, il y a pas mal d'opportunités d'intégration qui peuvent servir de modèle pour la région. Les recommandations: optimiser le dépistage du VIH parmi les groupes de population clés, tests communautaires, autotests à plus grande échelle, outils innovants, augmenter la couverture par le traitement antirétroviral en créant des systèmes de référence des sujets diagnostiqués récemment au service de soins. Augmenter la couverture du test de charge virale pour assurer une suppression en identifiant les lacunes et les résolvant. Une transition vers un traitement optimisé à base d'antirétroviral et assurer des services de santé centrés sur les personnes par l'intermédiaire de services intégrés pour le VIH, les hépatites et les IST pour les populations clés, bien sûr, là où cela est possible. Je remercie Joumana Hermès, qui est le conseiller régional pour le VIH, les hépatites et les IST dans le bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. Avec ça, je termine ma présentation. Merci beaucoup.